On passe aux collègues. Christophe Bex. Bonjour, messieurs, dames, monsieur Leclerc. Bon, c'est toujours un plaisir de vous écouter parce qu'on rentre dans l'histoire un peu du patrimoine français. Hein. Monsieur Leclerc, vous êtes un modèle, une aventure. Votre association porte votre nom. C'est vrai qu'il n'y a pas de monsieur Carrefour, il n'y a pas de monsieur Intermarché. Par contre, les établissements Leclerc portent votre nom, forcément, le nom de votre papa. Donc, une entreprise, enfin une association très, très diversifiée. Et après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, parce que suite à, on va dire, aux manifestations des agriculteurs, la grande distribution a été au centre de l'attention. Vous avez parlé de l'industrie agroalimentaire, mais la grande distribution, parce qu'entre les producteurs, et je vais les appeler les mangeurs, il y a la grande distribution. Et donc, vous nous avez parlé que vous approvisionnez 100% en France pour les produits de marque distributeurs, que votre zone de chalandise était de 100 km. Mais moi, j'ai plusieurs questions à vous poser. Déjà, vous subissez la concurrence de gros groupes comme Lidl et Aldi. Vous l'avez dit, qui actuellement sont petits en France, mais c'est les plus grosses fortunes d'Allemagne. Lidl, je crois, est la première fortune d'Allemagne. Le deuxième, c'est Aldi, le frère. Et puis, enfin, ils sont les trois plus grosses fortunes d'Allemagne. C'est Aldi, Lidl, je crois. Hein, c'est ça. Donc, c'est vraiment des grosses industries, enfin, concurrents. Donc, comment faire pour lutter face à ces vaisseaux-là ? Quelle est votre trajectoire dans les années qui viennent ? Parce que on a bien vu que dans les années 60, 70, 80, la grande distribution, c'était un modèle. Et puis petit à petit, ce modèle est concurrencé par des groupes comme je viens de citer, et puis par Amazon, vous l'avez cité aussi. Donc c'est quoi votre trajectoire justement en tant que gros vaisseau comme ça ? Et la fabrication du prix. Parce que moi, j'ai rencontré des agriculteurs, des producteurs, et j'ai rencontré des mangeurs. Mais ceux qui sont au milieu, la fabrication du prix, là, vous avez montré du doigt l'industrie agroalimentaire, pour faire baisser les prix. Ils sont au cœur du système. Mais comme vous, quoi. Comment le prix se fabrique pour que les consommateurs, enfin les mangeurs, connaissent bien un peu le mécanisme de tout ça ? Produire, vous avez dit très justement que ça va devenir de plus en plus cher de produire parce qu'avec au niveau du coût de l'énergie, au niveau des normes climatiques et qu'il faut décarboner. Donc comment on fait pour répondre avec des producteurs qui vont produire plus cher et avec des mangeurs qui ont un pouvoir d'achat plus faible? Donc vous êtes pareil au cœur. Comment vous allez vous adapter dans les mois et dans les années qui viennent? Et vous avez parlé de temporiser l'inflation. Comment? Baisser les prix, comment? Et puis, que dire aux producteurs, quoi? Parce que là, vous parlez des gros producteurs, les petits producteurs, vous travaillez quand même avec les petits producteurs. Donc voilà, comment faire pour leur parler? Ou sinon, les petits producteurs, ils ont aussi leur filière. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est fait pour contourner la grande distribution que vous représentez. Voilà, le monde bouge, et comment vous, un homme de 72 ans, comment vous vous projetez dans les 40 prochaines années? Parce que ça fait 40 ans que vous venez à l'Assemblée nationale, vous allez venir encore dans les 40 prochaines années. Comment vous vous projetez dans les 40 prochaines années? Allez-y, monsieur Leclerc. Je suis partant pour venir vous revoir. Et vous êtes des jeunes députés. J'ai envie de vous accompagner. La France a besoin de vous et je nous offre à vous accompagner. En fait, je suis assez sensible au discours que le président de la République a tenu à Rungis sur les états généraux de l'alimentation. Il a, à l'époque, créé une narration, ou en tout cas, il a rassemblé les éléments d'une narration derrière lequel tout le monde pouvait se mettre, le restaurateur, le petit commerçant, le grand commerçant, sans trop avoir à justifier ces augmentations de coûts, ces recherches de valeur. C'était intéressant parce qu'il y avait un mouvement collectif pour mieux manger. Je me rappelle qu'il y avait Serge Papin qui était le patron de U. Il y avait Garot aussi. Il y avait une sorte de communauté d'intérêt à rendre le modèle français plus vertueux, sanitairement, sur le plan culinaire, etc. Et à cette narration, tout le monde pouvait en fait s'accrocher. Sauf que, à mon sens, il est devenu un prétexte marketing plus qu'un guideline pour tout l'ensemble des productions. Et c'est ça qui a fait, par exemple, que le marché du bio s'est cassé la figure. Je ne suis pas un militant à tout prix du bio, mais c'est vrai que quand le bio coûte sur le marché de ma ville à Concarneau 40% plus cher que le produit local naturel,
on a du mal à raccrocher à cette narration. On est sur de la segmentation, de la sélectivité. Et donc, mon travail, et celui de mes collègues comme distributeurs, je le conçois comme accompagnateur d'un changement de modèle, incluant justement moins de produits phyto, moins de produits polluants, des produits plus sains, on va dire, qui coûteront certes plus cher à produire, peut-être plus de travail, peut-être plus de mécanisation aussi, je ne sais pas trop, ça dépend de la taille des entreprises et des types de production, qui doit amener aussi à des logistiques peut-être plus locales, peut-être, je crois, à la nécessité de relocaliser. Je vous rappelle juste quand même, dans cette histoire, il faut se servir de moi comme ça, c'est que le poulet brésilien, au départ, c'est du poulet breton. Hein. Doux, Tilly, tout ça, c'était... voilà. Et même la tomate marocaine, elle a quelque chose de financement de crédit agricole et de groupement de producteurs bretons. Donc, nous devons être partenaires pour répondre à ces injonctions que nos concitoyens ont fait leur. Ça ne doit pas rester un truc marketing, ça doit être... Et donc, je pense nos adhérents sont sur cette voie-là. Ils ont relevé le défi de la multicanalité. Je vous assure que même quand vous sortez de Neoma ou que vous venez de métiers de bouche, et même avec des formations managériales, ça fait peur, l'arrivée d'Amazon et le développement de l'ubérisation de l'alimentation dans les métropoles et tout ça. Je pense qu'on y a... Le collectif chez nous a trouvé une manière de s'organiser, pour ne pas tirer à moi. Aujourd'hui, la compétition entre Système U, mais même Lidl, Leclerc, les intermarchés, elle vise à résoudre ça. Mais pour des raisons même capitalistiques, l'intérêt patrimonial, l'intérêt foncier de nos propriétaires de magasins, de nos adhérents, c'est de garder cette valeur et donc de la laisser dans l'actualité de ce projet de société. On n'est pas... Il pleut chez vous, ouais. Non, c'est les voitures sur le direction. Pardon. Et donc, je ne sais pas vous répondre autrement que par un principe de volonté, décarbonation. Leclerc, aujourd'hui, on est probablement... on se précipite sur les panneaux solaires. D'ailleurs, à mon sens, ce n'est pas le sujet, enfin, encore que, l'énergie, ça fait partie du sujet de la souveraineté alimentaire. C'est assez curieux de nous donner 3 ans pour couvrir d'ombrières solaires nos magasins sans avoir constitué une filière française de panneaux solaires. On aura fini d'équiper nos magasins avant que la Gigafactory d'Alsace ou de... Vous ne l'avez pas dit à la ministre de l'Énergie de l'époque? On lui a dit. On lui a dit. Et là, elle nous a dit qu'elle n'était pas l'institution. Et on lui a dit. Et elle nous a renvoyés à Total. Bon. Et donc, on va vite. On va vite. Je vous réponds à la louche. Qu'est-ce que vous pensez justement sur la politique de la PAC, le financement de la PAC, actuellement c'est à l'hectare? Qu'est-ce que vous pensez si si les producteurs étaient financés à l'actif, c'est-à-dire au nombre de personnes qui travaillent? Parce que là, on est face à une augmentation du coût de la production. Il faut vraiment aider nos producteurs pour justement avoir qui vivent tout simplement de leur production. Parce que là, on ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, la crise qu'on a connue début de l'année, elle continue actuellement. Il n'y a rien de résolu. Et comme vous êtes au cœur du système, hein, malgré tout, et que vous êtes souvent incriminés par les producteurs et par les mangeurs, donc vous êtes quand même un acteur privilégié pour résoudre cette crise. Nous sommes interpellés, mais franchement, je ne sais pas faire. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas parlementaire, je ne fais pas les lois, et je ne suis pas l'exécutif, je répartis pas, je ne négocie pas les accords internationaux, on ne me sollicite pas. J'ai jamais rencontré le ministre de l'Agriculture qu'une fois, quand il a été nommé ministre de l'Agriculture, et même pendant la crise agricole. Et je rencontre les agriculteurs. Je suis allé à la rencontre des agriculteurs, et la plupart, sur les 40 points de la FNSEA ou les 30 points de la Confédération paysanne, c'est pas moi c'est pas Leclerc ni Carrefour qui ont la clé de sortie de la PAC, des accords phyto, des accords CETA ou des accords Mercosur. Pardon, excusez-moi.
mon amour de l'agriculture m'amène à être très réceptif à tous les pollens de graminées. Et donc, j'accumule ça. Et en Bretagne, j'ai de l'iode qui annule cet effet, mais pas à Paris. Pardon. Pardon. Sur la PAC, oui, moi j'ai l'impression, mais je ne suis pas expert, j'ai l'impression que vous et moi, on aurait à gérer les 10 milliards de la PAC, il n'y aurait pas de pauvres. Sur 10 ans, c'est 100 milliards de PAC. C'est pas normal qu'il y ait autant de pauvres dans l'agriculture.